Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième session des Digital Rise. Les Digital Rise, c'est un événement organisé par l'agence WAM autour de 6 grandes thématiques que vous avez devant les yeux, c'est le programme. On était ce matin à 9h30 avec Martin et Romain, on parlait server-side, et maintenant on est avec Marion et Virginie pour parler stratégie édito et LLM. Donc vous pouvez encore vous inscrire même au webinaire d'avant pour voir le replay. Et donc, on enchaîne aujourd'hui avec le sujet, avec vous deux, Marion, Virginie. Je vous laisse vous présenter peut-être. Merci Xavier, bonjour à tous. Du coup, je commence. Moi, c'est Marion. Donc, je suis arrivée chez WAM en 2020, il y a 5 ans déjà, avec Virginie de toute façon. Et on est arrivé au pôle édito en tant que chef de projet édito. Et peu à peu, donc, on s'est mise de plus en plus en relation aux clients. Et moi, j'ai rejoint le pôle direction de clientèle, toujours en gardant ma partie édito. Et Virginie, je te laisse la main. Et donc moi, c'est Virginie, bonjour. Je suis donc devenue chef de projet édito il y a 5 ans chez WAM en même temps que Marion. Et je suis devenue manager il y a 2 ans et demi du pôle édito. Donc voilà, toujours en contact avec les clients. Et puis on va peut-être pas s'apesantir là-dessus. Merci. Après, on est très sympa. Oui, tout à fait. Vous faites toujours tout ensemble. Et moi, je suis Xavier Favarel. Je m'occupe de la partie marketing et acquisition aussi chez WAM, aussi depuis 5 ans. Et bientôt 6. Et en attendant que les gens arrivent, on va faire quelques petits, vous savez, hein, vous avez sûrement déjà vu plein de webinaires. N'hésitez pas à nous poser des questions, on prendra le temps d'y répondre avec Marion et Virginie en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas à les poser dans le petit chat qui est à droite. Vous aurez aussi quelques sondages dans le chat à droite pour avoir votre avis et votre point de vue sur quelques sujets liés à la stratégie édito et au LLM, la thématique du jour. Votre avis aussi compte beaucoup pour nous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, n'importe quoi. Nous laisser votre avis, en fin de webinaire, c'est important. Et puis voilà, le replay sera disponible pour revoir tout ça, pour le partager à vos collègues ou le re-regarder juste après. Donc voilà, on va bientôt démarrer, c'est 11h02. On va peut-être encore attendre un peu. Vous pouvez nous dire dans le chat déjà si vous allez bien. Voilà, bonjour de Belgique, exactement. Nous, on est à Lyon, pour info. On est basé à Lyon, on a une agence aussi à Mulhouse. Et on travaille pour plein de clients partout en France. Donc, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Voilà, écoutez, 11h03 bientôt. Je pense qu'on peut y aller parce que le sujet est assez dense, je crois, les filles. Allez, oui. C'est parti. Du coup, déjà, merci pour votre participation. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on y répondra à la fin de la presse. Et du coup, je vais laisser Virginie commencer avec la première partie qui va du coup traiter de la complémentarité ou de l'opposition entre les LLM et les SEO. Après, je reprendrai la parole sur l'analyse des parcours et comment, en fait, aujourd'hui, on choisit des sujets pour avoir une stratégie éditoriale efficace sur tous vos canaux digitaux. Les bonnes pratiques derrière qui sont pensées pour des contenus pensés pour le GEO, mais aussi pour l'UX et le SEO, on n'oublie pas. Et derrière, ce qu'il faudrait faire comme bonne pratique pour aller encore plus loin que penser une stratégie digitale à notre niveau. Virginie. Et donc, on est parti. Clairement, alors on est là ici pour parler LLM surtout parce que c'est l'IA qui nous intéresse. Je pense que c'est ce qui vous motive aujourd'hui. Nous, on voulait parler aussi SEO parce qu'on se demande en fait en quoi SEO et LLM vont être complémentaires. Et surtout, la question qu'on se pose, c'est ça y est, est-ce qu'on peut tout plaquer pour faire du GEO? Comment ça se passe? Donc très clairement, on va faire un petit peu de contexte très très rapide parce qu'on va avoir beaucoup de choses à vous dire, mais on a besoin de ce contexte pour après vous expliquer côté strat ce qui se passe. Oui, on a des usages de l'IA qui grandissent très clairement. Après, l'IA est toute nouvelle pour le grand public, hein, ça fait 3 ans, même pas. Donc oui, on a 700 millions d'utilisateurs qui utilisaient l'IA, enfin ChatGPT en juillet dernier. On a des parts de recherche qui augmentent, qui sont à 200% en un an. C'est un constat. Après, on a aussi un mais, l'IA reste pour l'instant minoritaire, donc à pondérer. Pour l'instant, les outils IA représentent moins de 1% du temps de passé en ligne par les utilisateurs. À titre de comparaison, le search traditionnel, c'est 10%, les réseaux sociaux, c'est 20%. Ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est que l'IA, en fait, elle participe d'un écosystème en fait, qui a
radicalement changé ces dernières années et qui va être vraiment notre outil de travail côté édito. C'est un écosystème qui est unique et propre à chaque utilisateur et ça va être très important de tous les points là qu'on va citer parce qu'ils vont avoir un impact plus tard sur la strat. Donc c'est un écosystème unique propre à chaque utilisateur. Moi, quand je consomme Internet, je ne le consomme pas de la même manière que Marion, je ne le consomme pas de la même manière que Xavier. On vit vraiment les choses différemment, on n'utilise pas les mêmes plateformes et on ne fait pas nos requêtes aussi de la même manière. On est donc sur un web hyper personnalisé, en constante évolution. Chacune de ces plateformes se met à jour très très régulièrement. Elles sont toutes influencées par des algorithmes en plus qui sont souvent très très opaques. Donc là, on maîtrise ce qu'on peut, mais pas énormément. Et où l'IA devient aussi omniprésente, c'est-à-dire qu'on a de l'IA un peu partout. On a de l'IA sur Instagram, on a de l'IA sur Facebook, on en a un peu partout. Et le dernier point, c'est que ces plateformes, elles ont toute une volonté de nous retenir en fait par l'engagement. Que ça soit LinkedIn, Instagram et d'autres. L'idée, c'est vraiment qu'on reste dessus, qu'on s'engage, qu'on trouve ça chouette et qu'on n'aille pas forcément sur le site web. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que chaque plateforme a son rôle à jouer. L'IA, par exemple, on le voit dans plusieurs études. Alors, on a plein d'études. On a décidé de ne pas vous abreuver de toutes ces études parce qu'on a d'autres choses à vous dire. Mais globalement, toutes les études récentes montrent que l'IA ne va pas tuer le search pour le moment. Le search se maintient traditionnel. Par contre, même l'arrivée de l'IA, parfois, peut stimuler aussi le search. Donc ça, c'est une étude SEMrush, par exemple, qui montre que toutes les personnes qui ont commencé à utiliser ChatGPT de leur panel, en fait, se sont mis à chercher plus après sur Google. Donc, c'est quelque chose d'intéressant et c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, dans une stratégie. On claque pas tout pour faire géo. Non, on claque pas tout pour faire géo. Par contre, on garde en tête que le zéro clic search, il s'accroît. Et ça, c'est quand même la donnée importante. C'est que par exemple, plus d'un quart des utilisateurs qui arrivent aujourd'hui sur Google ne cliquent plus. Alors, c'est pas lié à l'IA, c'est pas nouveau, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait d'Instagram et des autres plateformes qui essayent de nous retenir sur leur plateforme. En fait, tout le monde s'y met. Et ce zero click search, il va être très très important dans vos stratégies à l'avenir. Peut-être Geo Generative Engine Optimization pour être sûr que tout le monde ait l'acronyme. Voilà. Merci Xavier. Très brièvement, du coup, pour résumer cette phase de contexte qu'on vous a fait vraiment très rapidement, le search n'est pas mort. Très clairement, vous n'abandonnez pas tout pour faire juste du géo. Le trafic venu des moteurs est effectivement en baisse, les clics sont en baisse, mais on a d'un côté un search qui change en fait avec des moteurs de découverte qui vont permettre d'être beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus adaptés à chacun, qui seront hyper puissants et qui seront aussi tout terrain dans le sens où ils vont vous proposer des vidéos, enfin vraiment réagir à du multimodal. Et ils vont aussi cerner mieux les attentes des internautes. L'idée, c'est qu'à la base de la stratégie, en fait, on va être dans une nécessité de revoir vraiment le paradigme et déjà d'accepter la nouvelle ère, de se dire ok, ça a changé, on ne peut plus faire comme avant, même si vous verrez qu'on garde beaucoup de bonnes pratiques. Et la deuxième point, c'est de se dire ok, on doit en finir avec les vanity metrics. C'est très bien de se dire ok, j'ai eu X personnes qui ont vu ma publication, j'ai eu X personnes qui ont vu mon contenu sur Google, j'ai eu X clics. Si ça ne rapporte rien, ce n'est pas intéressant et vraiment, il faut qu'on change la donne de ce point de vue. Oui, le trafic, il va baisser, il baisse déjà pour plein de sites, mais l'important, c'est pas ça, c'est est-ce que derrière, vous convertissez toujours ou est-ce que justement votre taux de conversion il baisse ou il augmente. Et c'est ça qui est le plus important, c'est est-ce que derrière, vous arrivez à mener à l'action, que ce soit pour un abonnement de newsletter, si vous vendez pas de produits ou de services, ou justement une souscription ou un achat. Et d'ailleurs, du coup, Virginie, après tout ce que tu nous dis, est-ce que ça sert encore quelque chose de faire du contenu ou pas ? C'est la question qu'on peut légitimement se poser et nous, alors chez WAM, on voit deux intérêts quand même à continuer à faire du contenu. Le premier, c'est oui, parce qu'il faut être prêt à convertir. Alors, c'est un peu bébête, mais quand on dit c'est que zéro click search, en fait, on ne dit pas il y a 0 clic qui vont arriver sur votre site web. On n'est pas non plus sur une fin totale du clic. Il va toujours y avoir du trafic sur votre site.
Et en fait, ce trafic, il va falloir le chouchouter et il va falloir être là pour répondre de manière cohérente en fait aux besoins des personnes qui arrivent sur votre site. Donc, le pilier numéro 1 de la stratégie, qu'on va pas forcément évoquer aujourd'hui parce qu'il n'est pas forcément lié à l'IA, mais c'est de soigner vraiment tout ce qui est proche de la conversion et lié à la réassurance, donc à la fois vos homepages, vos pages catégories, vos pages produits, vos pages services, et tout ce qui est donc dans la réassurance, les pages brand, qui sommes-nous, nos valeurs, et aussi mettre en valeur vos témoignages clients. Tout ça, en fait, au moment du dernier clic, ça changera la donne. Le deuxième oui, et c'est un grand oui lié à l'IA cette fois, oui pour être mentionné et cité. Donc, on va juste faire un petit rappel de vocabulaire, mais ça incite aussi après à des actions différentes. Donc, la citation, la mention, c'est quoi? La mention, très concrètement, bon, bah, c'est tout bête, hein, c'est quand on est mentionné par l'IA, donc quand l'IA cite votre nom. Là, le levier, il est principalement RP, parce que en fait, l'IA va scanner, enfin, elle va s'intéresser à l'autorité. Nous, notre levier à l'édito, ça va plus être la citation. Et la citation, donc on verra après comment, enfin, on va vous montrer toutes les méthodes en gros pour être cité, mais en gros, c'est ce qu'on va venir chercher à l'édito. Et je vais faire mon Xavier, RP, c'est relations presse. Oui, pardon. On a tellement l'habitude de travailler avec eux qu'on leur donne des petits noms. Merci Marion. Non, mais j'en profite pour dire qu'il y a un sujet relations presse jeudi qui parle aussi des citations avec un cas avec deuxième avis. On a eu pas mal de, on a fait un cas avec Sofiap, la marque pour qui on travaille, qui fait du pré-subventionné. On a eu pas mal de prix sur ça parce qu'on a réussi, grâce à une campagne de relations presse, à les faire remonter grâce aux citations dans les LLM. Et on a un deuxième cas qui arrive jeudi avec le deuxième avis. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour voir ça. Pardon pour la parenthèse. Non, mais Pas de tu nous souci. piques du temps de 13, il n'y a pas de souci. Oui, tu nous mettais la pression pour faire vite et puis tu nous piques du temps. Mais pas de souci. D'ailleurs, à noter, on ne parle vraiment pas beaucoup des RP, donc des RP, oui, dans cette présentation, mais pour le coup, ils ont une influence majeure et pour le coup, on a vraiment mis tout le sujet de côté, mais attardez-vous sur cette question. Ouais, niveau chiffres, on va dire que c'est 70% des citations, mentions LLM sont liées à du earned media, donc des gens qui parlent de vous, des sites qui parlent de vous, notamment à forte autorité. Et c'est 30% sur le own media, donc en fait, sur toutes les actions que vous faites sur vos sites à vous. Donc là, vous comprenez que les RP, bah, c'est un petit peu obligatoire si vous voulez aller plus loin, quoi. Voilà. Et on en revient à nos moutons. Donc, nos citations. Les citations, il faut viser les citations réalistes. Qu'est-ce qu'on entend par citation réaliste? On va un peu fouiller dans ce ChatGPT à nouveau et dans toutes les IA Search. En fait, il n'y a pas qu'un seul mode de recherche dans les IA, il y en a deux. Il y a la recherche qui se base sur la base de données existante de l'IA. Qui est donc construite à un moment. Et globalement, voilà, le constat, c'est soit on est dedans et c'est tant mieux, soit on n'est pas dedans et il va falloir travailler pour être dedans la prochaine fois. Mais on ne peut pas forcément faire grand-chose tant que la base de données n'a pas été mise à jour. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que côté édito, on va s'intéresser vraiment au moment où l'IA fait sa recherche, donc quand elle utilise l'IA Search, enfin quand l'IA Search utilise le search. Le deuxième élément à bien comprendre, c'est qu'on a un changement fondamental dans la recherche qui est amené par les prompts. C'est-à-dire qu'avant, le SEO, par exemple, se base sur des mots-clés. Alors, on était plus sur les expressions clés, les intentions. Chez WAM, on avait un peu évolué là-dessus et pas juste sur le terme. Mais il va falloir se dire aussi que ça a changé et qu'on n'est plus seulement sur ces expressions et qu'en fait, les recherches faites sur ChatGPT sont des recherches qui, à chaque fois, sont uniques. Qui intègrent, enfin typiquement, voilà, vous pensez à une course, vous courez un trail, vous allez demander des choses à ChatGPT, vous allez donner le nom de votre course, vous allez expliquer là où vous avez été blessé, vous allez expliquer ce que vous voulez, comment vous vous nourrissez. Enfin, tout ça, c'est des éléments personnels qui sont amenés pour nourrir une question. Et en fait, les recherches ne peuvent plus être uniques et enfin les recherches ne peuvent plus avoir un volume de recherche donné parce que tout ça, en fait, c'est votre recherche propre et elle ne va pas correspondre à celle des autres. Donc, il faut comprendre ce changement fondamental dans la manière dont les gens recherchent. Donc, il ne faut pas avoir peur de traiter des sujets où les volumes de recherche sont à zéro parce que de toute façon, au bout d'un moment, elles vont exister ou donc il faut les traiter tant qu'elles sont intéressantes pour votre domaine.
Et le dernier point à bien comprendre, c'est comment fonctionne l'IA et donc le mécanisme du query fan out. On va aller très, très vite là-dessus, mais en gros, l'idée, c'est de se dire qu'on n'est plus du tout sur une recherche unique. En fait, quand l'utilisateur va exprimer son besoin donc par un prompt, l'IA va diviser ce besoin en plusieurs sous-requêtes. Donc ça sera des requêtes qui vont toutes couvrir le même scope thématique et qui vont utiliser à la fois les termes qui sont mentionnés par l'internaute, mais à la fois tous les termes annexes qu'il associe à cette requête. Avec tout ça, il va lancer plein de recherches en simultané, il va se créer tout un panel, en fait, un corpus, qui va lui permettre de répondre à la question. Et au-delà de répondre à la question, vous le voyez quand vous utilisez par exemple ChatGPT, il va aussi vous proposer une ouverture pour continuer l'échange. Est-ce que tu veux faire ci? Est-ce que tu veux faire ça? Donc c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Donc tout ça nous amène vraiment à un impact sur la stratégie. Donc là, c'est une slide résumée, on va aller très vite dessus. Mais en gros, on a maintenant un mot-clé à considérer, mais aussi un prompt qui fait entre 4,2 pour les requêtes très courtes et parfois 23 et parfois 160 mots de moyenne. L'intention, elle va être plus complexe. Le besoin de l'individu, il est exprimé par rapport à cette situation propre et unique. Et aussi, elle est multimodale. Parfois, il va s'exprimer par le biais de texte, par le biais de photos, par le biais de vidéos. Il peut filmer quelque chose en live, il peut produire un document que l'IA va analyser. Et tout ça, l'IA va devoir y répondre. Donc en parallèle, il va falloir retenir les deux concepts, le query fan out qui aura un impact sur vos contenus après, on le verra, et donc cette notion de segment d'information que l'IA va puiser. Et petit sondage lancé en chat, donc on vous invite à y répondre pour savoir quel est le plus gros frein aujourd'hui pour vous pour lancer sur l'évolution de votre stratégie éditoriale. Merci à tous pour vos réponses. Du coup, maintenant que vous avez le contexte posé par Virginie en tête, on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qu'on va faire pour justement optimiser nos chances d'apparaître dans les LLM tout en gardant une visibilité sur les moteurs de recherche classiques. Et comment on choisit nos sujets. Donc, comment on fait pour maximiser l'autorité digitale de sa marque? La première étape, attention, c'est de définir ses personas. Alors, non, ce n'est pas gadget et ce n'est pas le persona en mode Jean-Michel, 65 ans, etc. C'est vraiment un persona beaucoup plus fouillé. Là, je vous ai donné un extrait en capture d'écran, mais l'idée, ça va être plutôt de cibler sa profession, son type d'entreprise, si vous êtes sur une cible B2B. Et intéressant, le profil son case qu'on utilise beaucoup chez WAM quand on travaille les personas, parce que ça nous permet d'adapter derrière les offres et les contenus en fait. Si quelqu'un est plus sur la sécurité, ça ne va pas du tout être le même genre de contenu qu'on va pousser que quelqu'un qui est plus fervente d'innovation. Donc ça, c'est les petites choses à avoir en tête qui fait que derrière, on ne traite pas les contenus de la même façon. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas y couper. Il va falloir organiser un atelier en fait, avec les bons services chez vous. Alors, si vous êtes dans une petite entreprise et que vous êtes une petite équipe, c'est plus facile. Mais dans les grandes entreprises, il faut aller voir donc, le service notamment marketing, commercial et définir ensemble les personas que vous adressez dans votre entreprise. Et vous pouvez intégrer directement le service communication et social media, parce qu'ils sont des personas auxquels vous ne penserez pas forcément. Comme je l'ai fait là, vous pouvez vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à structurer l'atelier ou justement aller plus loin que les personas que vous avez déjà définis en atelier. Derrière, sur la base de ces personas, vous construisez donc les parcours d'achat de vos personas. Pareil, donc c'est un atelier, c'est toujours le même. Vous pouvez faire ça sur une grosse journée, comme ça c'est fait, ou sur 2 demi-journées. Donc, en fait, pour estimer quel est le parcours d'achat de chaque persona, par où il va passer, quelles sont les réflexions qu'il va avoir, etc. Ça, pareil, il faut les bons services. Donc, ça va être le service commercial, le service marketing, etc., qui va vous dire, en tout cas, ce que lui, il a comme retour terrain. Vous construisez ça et vous vous aidez aussi de l'IA pour affiner ou préparer l'atelier. L'idée, c'est qu'on peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir des contenus qui sont décorrélés d'un parcours, parce que l'idée, c'est que ces contenus, ils servent un objectif et qui finalement poussent jusqu'à votre offre ou votre abonnement de newsletter, etc. Comme je vous dis. Troisième étape, ça va être le gros du travail, ça va être de déterminer toutes les questions de vos personas en fonction de leur avancée dans le parcours d'achat. Donc ça, pour le coup, vous pouvez questionner votre service commercial et SAV, qui aura toujours des idées de sujets parce qu'ils ont en front toutes les questions fréquemment posées. Donc ça peut vous donner une base. Mais après, ce que vous pouvez faire en solo, ça va être d'aller checker tous les encarts classiques de Google. Donc les people also, donc les autres questions posées, les P0, les recherches associées.
Interroger les outils du marché qui recensent les questions. Donc, vous connaissez notamment SEMrush, je suppose, tout le monde connaît. Il y a aussi Answer the Public ou Also Ask qui fait des mind maps de toutes les questions autour d'un sujet. C'est assez intéressant. Vous pouvez faire un tour côté UGC pour récupérer les questions. Là, je vais faire mon Xavier. Donc UGC, User Generated Content. Et du coup, UGC, c'est les forums, c'est Reddit, par exemple, c'est tout ce qui est avis client. C'est toute une base de données que vous pouvez exploiter et qui va aussi vous aider. Alors, les forums, franchement, trop bien pour trouver des idées de sujets. Par contre, bien sûr, à ne pas se servir de sources de rédaction derrière, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Mais je le dis quand même. Et après, l'IA, encore super assistant pour vous aider à définir toutes les questions que peuvent se poser vos personas par rapport à leur parcours d'achat. Et ça, c'est intéressant toujours de le faire avec votre service com et social media pour faire une stratégie vraiment de contenu 360 parce que c'est la seule façon de travailler en fait en profondeur votre autorité digitale de votre marque parce qu'il n'y a pas que le site de votre marque qui compte, il y a aussi ses réseaux sociaux et tout ce qu'on déduit à l'extérieur. Et je vais faire mon Xavier, P0. Oui, la position 0. Alors, c'est quand on est dans Google et qu'on tape une requête, quand Google affiche un encart où il y a directement une réponse à la question. Voici la P0. Ce qui entraîne les zéro-click search. Oui, parce que du coup, généralement, tu ne cliques pas trop derrière, mais voilà. 4, donc ça, c'est, par exemple, ici, la P0, elle ressemble à ça. La thématique ATS. Et pour interroger l'IA aussi, vous voyez, l'IA Search va vous donner plein d'idées de sujets. N'hésitez pas à l'utiliser. Là, c'est ChatGPT et Perplexity. Mais ça se fait aussi dans Gemini, Copilot, etc. 4e étape, là, ça devient technique pour le coup. Vous avez recensé toutes vos questions. Donc, vous avez normalement un gros fichier Excel avec plein de sujets. L'idée, ça va être de transformer ça en clusters. Donc, en fait, des clusters, c'est ni plus ni moins des regroupements de thématiques. Cluster, ça fait plus sympa, donc on dit ça cluster, mais en gros, c'est vos thématiques et sous-thématiques. Ça va être, en fait, ça va vous permettre de vous assurer d'adresser tous les sujets importants qui sont raccrochés à votre offre et de répondre à l'ensemble d'une thématique. Donc, par exemple, on travaille pour une entreprise qui propose des solutions de recrutement à des entreprises. Ils ont du coup une grosse offre de gestion de recrutement. Ça va être leur thématique principale. Donc, c'est leur cluster. Et derrière, à l'intérieur, il va avoir toutes les pages cluster. Ils proposent du sourcing, diffusion des offres, ATS. Ça va être vos pages cluster. Et derrière, vous allez pouvoir développer tous les sujets autour de ça. Et je vais vous montrer un exemple pour que ce soit plus parlant après. Mais du coup, qu'est-ce que vous devez faire? Ça va être le moment de faire le rangement. Donc, vous prenez toutes vos questions que vous avez recensées et vous allez les ranger par thématique et sous-thématique. L'idée, ça va être de le faire à la main dans un premier temps et après, vous pouvez vous aider de l'IA pour catégoriser au mieux et faire le boulot un maximum à votre place. C'est assez fastidieux pour le coup, mais après, ça va vous donner tout votre plan de stratégie. Ça ressemble à ça, un cluster. En gros, on va avoir une page pilier, donc une page hub, si on reste dans les codes SEO. Ça marche aussi pour le SEO, c'est pas que pour le GEO. Ça va être la porte d'entrée du cluster et derrière, vous avez toutes vos sous-pages cluster. Donc, chaque sous-page cluster va cibler une facette spécifique du contenu. Et derrière, il faut bien s'assurer qu'il y ait une landing page, donc en fait, qui porte l'offre, qui se raccroche à ce cluster. Donc, derrière, ça fait ça. Si on prend la thématique de l'ATS, c'est lié à la gestion de recrutement. Vous avez votre hub navigationnel ATS et derrière, vous avez tous les contenus qui vont répondre à toutes les questions autour de l'ATS et qui vont être au fil de tout le parcours d'achat de vos personas. Oui, vas-y, pardon. Ouais, point extrêmement important. Là, on précise que c'est non exhaustif. Oui. Les clusters, en fait, doivent être, surtout avec l'IA, couvrir vraiment toutes les intentions. Oui. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les volumes 0, c'est même les petits sujets doivent être traités. Il faut faire le tour de votre scope. C'est vrai, tu as raison. Là, c'était quelques exemples seulement. Et du coup, la landing page derrière vers laquelle il va falloir convertir. À garder en tête, mieux vaut choisir ses combats. Vous allez vite voir que vous avez vraiment énormément de clusters à traiter. Ne les traitez pas tout d'un coup. De toute façon, c'est rarement possible. Et il vaut mieux traiter un cluster dans sa globalité plutôt que de faire un peu de tout. Choisissez vos thématiques prioritaires, commencez par ça, faites-les en entier et après, vous irez sur vos thématiques. Ça, je le dis, c'est important parce qu'on a tendance à vouloir tout faire. Ce n'est pas une bonne pratique parce que généralement, on n'a pas la bande passante. Et puis, le temps de tout faire, les informations deviennent obsolètes et on repart dans un parcours de mise à jour. Bon,
C'est contre-productif. 5e étape, sur la base de justement votre gros classeur Excel avec toutes les questions qui sont maintenant thématisées par cluster, vous allez déterminer quel type de contenu vous poussez en face de chaque question et sur quelle plateforme ou encart il serait intéressant de les diffuser. Du coup, vous allez regarder la SERP, donc les pages de résultats de recherche de Google, Bing, quels que soient les moteurs de recherche que vous voulez adresser. Et vous allez regarder ce qui ressort. Est-ce que du coup, il y a plutôt des vidéos, il y a plutôt des maps, est-ce qu'il y a du Google Shopping, etc. Ou des réseaux sociaux qui ressortent, TikTok et compagnie. Mais vous allez aussi checker sur la partie concurrents. Si vous avez le temps, c'est toujours mieux de le faire, c'est de faire un benchmark, d'aller voir ce que vos concurrents ils proposent dans vos thématiques, dans vos clusters, et regarder si eux, ils sont plus sur tel ou tel format et leur stratégie de diffusion. Hyper intéressant. Là, je reste toujours dans une logique très SEO, Géo, donc sur les canaux classiques. Par contre, ce travail-là, il peut être complètement fait de la même façon par vos services com et social media pour auditer sur justement les réseaux sociaux et sur les sites externes ce qu'il faudrait faire. Donc ça, je l'ai redit, on choisit ses combats, donc ça va faire cluster par cluster et pas tout d'un coup. Chaque intention donc, a son type de réponse. Donc ça, c'est un extrait on va dire, d'audit de SERP. Donc là, par exemple, avec ma question, pourquoi avoir un ATS? Quand on tape, on voit que Flatcher va proposer un livre blanc, mais on voit aussi qu'on a une P0 avec Welcome to the Jungle qui répond avec un contenu texte classique. Dans les IA Search, donc là, j'ai pris ChatGPT, on voit qu'il y a des mentions. Donc, il y a Indeed, Welcome to the Jungle, justement. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que le format texte, ça semble adapté, parce que justement, il y a une P0, puis après, je ne l'ai pas mis, mais il y a aussi des people SOAS qui ressortent, etc. Qu'on peut, du coup, passer sur une diversification de contenu. Je crois que Virginie en parlait tout à l'heure. On fait le contenu texte, mais on peut aussi faire un livre blanc. Et derrière, on voit que cette requête, elle déclenche une citation par les LLM. Donc, il y a un enjeu. C'est possible qu'on soit cité. Donc, si on ne l'est pas, il faut travailler pour l'être et donc proposer de bon contenu. Et pourquoi pas faire une action conjointe avec les RP. 6e étape, gros travail aussi. Vous verrez, c'est quand même assez fastidieux pour le coup, mais c'est efficace. Une fois que vous avez votre stratégie qui est entièrement posée, parce que vous avez votre classeur Excel ou Asana ou Trello en fonction de ce que vous utilisez, avec toutes les questions posées, rangées par cluster, et sur chacune de vos questions, vous savez quel format il faut et sur quelle plateforme il faut diffuser ou quels encarts on vise. Et bien derrière, l'idée, c'est de dire, OK, donc moi, je vise ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai sur mon site? Donc là, vous cartographiez l'ensemble de vos contenus de votre site, vous les rangez dans ces clusters et vous allez vite voir en 2 secondes si vous avez tous les contenus qu'il faut ou pas. Et les contenus que vous avez, il faut les auditer pour voir si justement, ils correspondent à vos conclusions de l'étape 5 d'avant. Est-ce que c'est le bon format et le bon canal? Et si, du coup, ils respectent les bonnes pratiques pour un bon contenu UX, SEO, Géo, qu'on va voir tout de suite après. Et là, vous avez votre plan de publication, tout votre plan de travail, et vous n'avez plus qu'à rédiger. Donc voilà, en une slide, ce qu'il faut faire, il faut définir vos personas, le parcours d'achat, lister toutes les questions par persona, clusteriser ça, choisir donc les formats et les plateformes les plus adaptés en fonction des questions des clusters, cartographier votre site et auditer vos contenus existants. Et justement, Virginie, attention au gros jeu d'acteurs, pour auditer notre contenu, qu'est-ce qu'on va regarder de différent pour le géo par rapport au SEO? Globalement, si vous faites déjà les choses bien, il n'y a pas grand-chose à changer. Mais encore faut-il faire les choses bien. Le point principal, et pour le coup vraiment celui dont vous entendrez le plus parler, c'est le fait de miser sur le contenu résolutif. C'est un mot que vous utilisez peut-être pas avant, mais dont on parle de plus en plus. Contenu résolutif, c'est quoi? C'est très simple, c'est en fait quand un utilisateur vient sur un contenu pour avoir une réponse à une question, il faut fournir la réponse à cette question dans le texte. C'est basique, mais c'est difficile à faire et globalement, souvent, on se retrouve avec des pages de 5 dossiers, des dossiers de 5 pages avec pas la réponse à la question dedans. Moi, j'aime bien la thématique du prix parce qu'on a plein de clients qui veulent se positionner sur le prix mais qui ne veulent pas afficher de prix. C'est compliqué. Si vous voulez vous positionner sur le prix, il faut au moins indiquer une fourchette. Pareil, non, on ne fait pas des contenus sur une offre qu'on n'a pas, juste pour passer devant les concurrents et essayer de rameuter vers une offre qu'on a. Ça ne marche pas très bien. Hein. Il y a des gens qui font ça, Marion. Oui, je sais. Oui. C'est vrai. C'est Petit sondage en chat, j'en profite. N'hésitez pas à répondre aussi.
Pardon. Petit sondage, est-ce que vous voulez être sur les prix alors que vous n'affichez pas vos prix, c'est ça? Est-ce que vous voulez faire des textes? On Vous n'avez pourrait. pas d'offre? Ne le faites pas. Par contre, vous pouvez vraiment soigner vos pages produits en mettant, par exemple, que tout ce que vos produits apportent à vos utilisateurs, ça, c'est Oui. vraiment résolutif. Et après, ça marche aussi pour les contenus informationnels, c'est vraiment être dans la réponse à la question. Bah, déjà, quand tu as le format, tu sais, normalement quel genre de réponse est attendu. Tu as un tuto, bah, il faut vraiment que ce soit un vrai tutoriel, quoi. C'est pas juste, une info. Ça va vraiment être une vidéo, un contenu qui sert vraiment en tuto. En parlant de réponses, voilà la réponse que nous fournit Google quand on lui demande comment on s'adapte donc à l'IA. En gros, il nous dit faut privilégier un contenu unique et de qualité. Il faut veiller à ce que votre contenu soit accessible. Ça nous rappelle un peu les 3 piliers du SEO comme ça, vaguement. Et faut analyser aussi la valeur complète de vos visites, concrètement. Alors concrètement, en quoi ça se traduit? Le contenu unique et de qualité, qu'est-ce qui change globalement? C'est qu'il faut qu'on soit de plus en plus, Marion le disait, à l'écoute des intentions en termes de format, c'est-à-dire quel format la personne s'attend à trouver en face de sa requête. Oui, et si, Euh, pour des raisons de budget, vous pouvez pas faire des vidéos et cetera, bah, ça arrive, enfin, c'est normal. Mais du coup, ça sert à rien d'essayer d'adresser le sujet en texte, en fait. Choisissez vos combats et allez sur autre chose. En parallèle, il va falloir couvrir un même sujet avec plusieurs formats. C'est-à-dire que parfois, vous avez la même intention de recherche, mais les personnes veulent peut-être une vidéo, veulent peut-être un podcast, veulent peut-être un texte pour y répondre, et ça peut être intéressant de travailler les 3 à la fois. Autre point, si vous êtes déjà à travailler pas mal Discover, vous le savez, mais du coup, c'est toujours bon de le rappeler, il faut miser sur la vidéo et sur les visuels qualitatifs, c'est-à-dire que vos visuels doivent avoir un sens, ils ne doivent pas être juste là pour faire joli. Tout parle dans le contenu et les visuels aussi. Deuxième pilier, veillez à ce que votre contenu soit accessible. Là, on rentre un peu plus dans le côté technique, donc on ne va pas s'attarder dessus, mais il faut en gros faciliter le crawl et l'indexation par les robots, c'est-à-dire que si vous coupez l'accès au LLM, il ne faudra pas s'étonner de ne pas être cité. Il faut être visible. Attention, si vous avez du JavaScript sur votre site, il faut s'assurer que le JavaScript ressorte bien et soit visible, et rapidement, c'est-à-dire avoir un bon temps de chargement. La base. Et point très important, utiliser les données structurées à chaque fois que cela s'y prête. Alors, on avait déjà commencé avant l'IA, mais plus que jamais, ça doit être en tête. Dès que vous avez la possibilité de les mettre, mettez-les. Après, sur le troisième point, analyser la valeur complète de vos visites. Alors là, on retourne un peu à cette question de KPI et de réfléchir nos objectifs et nos résultats. Il va falloir développer un maillage logique et cohérent sur le site. Oui, et pardon, je te coupe 2 secondes parce que je l'avais pas dit ça tout à l'heure, je l'ai dans la slide, mais je l'ai pas dit à l'oral. Quand vous faites des clusters, en fait, votre maillage, il va être beaucoup plus facile parce que vous savez que vous devez mailler vos pages clusters entre elles et que, pour les pages clusters proches de la conversion, il va falloir pousser la landing page et sur celles qui sont plus éloignées de la conversion, il va falloir, les mailler vers une page cluster qui est plus proche de la conversion. Je sais pas si vous êtes sur de l'informationnel sur, qu'est-ce qu'un ATS? Et vous allez rediriger derrière vers une page plus proche de la conversion. Comment choisir son ATS? Désolée. Ouais, c'est vraiment des questions de parcours et de comment on va trimballer notre utilisateur au fil de son besoin, là où on veut l'amener. C'est la base et c'est pas très nouveau, mais en tout cas, ça revient vraiment. S'appuyer sur une structure de site efficace et fluide, donc là, votre site doit être carré. Et oui, penser parcours et revoir les objectifs attribués au contenu, c'est-à-dire qu'on n'attend plus forcément des clics et de la visibilité de nos contenus. Sachant qu'un contenu éloigné de la conversion ne doit pas avoir les mêmes objectifs qu'un contenu proche de la conversion. Il va falloir que vous adaptiez ça aussi. Je ne pensais pas présenter une slide comme ça en 2025, mais c'est important, ayez des contenus structurés. J'ai l'impression vraiment de vous faire un cours de base, mais voilà. Donc, il faut que les contenus soient structurés, il faut que la structure HN soit propre, il faut que l'information soit hiérarchisée, notamment pour le query fan-out, mais pas que, parce que l'utilisateur a juste besoin, en fait, il vient souvent picorer la page et il a juste besoin de s'y retrouver vite, surtout s'il est utilisateur mobile. Voilà, on voit souvent chez nos clients des H2 qui devraient être des H2, mais qui finalement sont des H3 parce que le titre peut pas être beau, parce que finalement ça rend pas bien sur le site. Du coup, on a mis un H4 à la place et puis on a sauté le H5 et on a fait comme on a pu. L'IA ne va plus trop pardonner ça. Et globalement, c'est une bonne pratique qu'il va falloir travailler très rapidement parce que c'est primordial. Et en fait, cette slide, elle est géniale, Virginie, parce qu'on veut comparer SEO et GEO, et en fait, finalement, la base du SEO est toujours là, et il y a pas mal de gens qui essaient de dire que le SEO est mort, vive le GEO, alors qu'en fait,
en fait, la base du SEO est toujours là, il faut continuer à le faire. Bien. Tu aurais pu faire ce webinaire, Xavier. C'est vrai. Mais oui, très clairement, en fait, on se rend compte même dans les études que des contenus qui se positionnent bien, en fait, en SEO, se positionnent bien aussi dans les LLM. Donc, les deux vont de pair. Avec les RP, j'insiste sur les RP, mais Oui. voilà. Justement, donc, il faut soigner l'UX des contenus et des textes. Donc, rapidement, on va pas passer 1000 ans là-dessus, mais il faut que les pages soient rapides à charger. Donc, faites attention, ayez une stratégie d'hébergement d'images optimisée. Les vidéos, plutôt utiliser YouTube intégré plutôt que de l'intégrer directement à votre plateforme. Enfin, voilà, la base, faut que ce soit rapide. Il faut aussi, dans la mesure du possible, sans être robotique, je le dis, il faut quand même parler à l'utilisateur, parce que si l'utilisateur ne se retrouve pas dans vos contenus, ça ne sert à rien. Mais dans la mesure du possible, essayez de faire des contenus par bloc extrayable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que votre contenu soit structuré, encore une fois, avec un enchaînement logique. Donc, le titre qui soit bien visible, comme là, chauffage, etc. Le sommaire. Petit tips, intégrer un résumé, ça fera pas de mal ni au SEO ni à audio. Pour le SEO, ça vous permet justement d'optimiser vos chances d'apparaître dans les PA, dans les P0, etc. Pour le GEO également. Et en plus, côté utilisateur, s'il cherche directement la réponse, il ne fouille pas pendant 1000 ans, il l'a ici. Pareil, essayez de structurer votre contenu avec des listes d'actus, des tableaux comparatifs, classiques, mais sincèrement, revoir un contenu en intégrant justement des blocs, ça peut aussi changer et améliorer vos performances. Autre basique, le AT et se montrer fiable, tout simplement. Donc là, on va vite fait sur cette slide parce qu'on a vraiment des bonnes pratiques après très concrètes, mais en gros, il faut que votre contenu soit à jour, il faut qu'il soit bien structuré, il faut qu'il fasse autorité, il faut que vous présentiez des informations factuelles, attribuables et vérifiables. Et bonus ultime, si vous apportez des informations inédites, dignes de confiance et résolutives sur un sujet, c'est parfait. Et là, il faut remettre vraiment vos experts au cœur de votre stratégie édito. Même nous, quand on rédige chez WAM, on aime bien interviewer nos clients pour avoir des vraies infos qu'on ne pompe pas sur Internet, quoi. Et donc voilà la checklist. Donc EAT, expertise, expérience, autorité, fiabilité, Xavier. Pour ça, il faut inclure des citations de sources nommées, experts reconnus sur ce sujet. Il faut inclure des données quantitatives. Ça, pour le coup, c'est très très bien, des chiffres, d'études sérieuses, des statistiques. Comme le disait Marion, valorisez votre expertise en vous appuyant sur des informations en interne qui viennent notamment de vos équipes, de leur savoir-faire. Pour le coup, c'est quelque chose qui à l'édito on défend depuis très très longtemps, mais vous avez des informations en interne qui peuvent faire la différence et il faut savoir les mobiliser. Mentionner l'auteur du contenu, soigner les signaux EAT et très très important, actualiser régulièrement le contenu parce qu'il faut qu'il soit à jour, mais qu'on voit aussi que les IA Search ont tendance à remonter des contenus dont la récence est très forte. Donc si votre contenu est vieux, il aura probablement moins de chances de remonter. Même en SEO d'ailleurs, si vous ne touchez pas à votre contenu pendant 3-4 ans, bon, je n'ai pas la stat exacte, mais on le voit sur plein de clients, ça dépend, mais ouais, on va dire environ 3-4 ans, en fait, leur performance, elle baisse inexorablement. Donc, en fait, il faut mettre à jour votre contenu. Et je crois que c'est le dernier point, mais aussi hyper primordial. On a parlé d'écosystème tout à l'heure. L'important, c'est aussi d'être cohérent, pour le coup, et notamment avec les LLM, d'être cohérent sur votre marque et d'être pareil partout, tout le temps, c'est-à-dire de développer la même identité sur toute votre plateforme. Très important d'avoir la même orthographe pour votre marque, pour vos produits, pour vos services, et d'y mettre les mêmes valeurs et vraiment d'avoir une identité commune sur toutes ces plateformes. Ce qui suppose en interne de travailler avec tous les services qui touchent à ces plateformes et qui n'est pas un vaste chantier. Notamment social media, notamment RP. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que quand on choisit les mêmes clusters et qu'on travaille ces mêmes clusters sur les différents canaux, donc RP, social media et site web, généralement, les performances, elles explosent beaucoup plus que si vous travaillez juste à votre échelle sur le site. Donc, en résumé, pour le coup, alors pour avoir des contenus, pensez pour le GIO, pensez contenu résolutif, pensez données structurées, pensez à ces fameux fragments informatifs qui permettent de structurer et pour le coup, faites ce qu'on vous demandait déjà de faire, mais des listes à puces, des résumés, des tableaux, enfin vraiment tout ce qui permet d'avoir des contenus très lisibles.
Et même côté vidéo, en fait, des sommaires, enfin des menus, enfin, il y a moyen de faire des choses. Et penser aussi autorité de marque. Et après, rapidement, l'idée, c'est de se dire que justement, les IA, mais même les moteurs de recherche classiques, sont des boîtes noires. Donc, de toute façon, ça évolue tout le temps. L'idée pour s'adapter à ces changements, c'est de travailler continuellement ce qu'on vient de vous dire, on n'arrête pas de le répéter, mais ça doit être une marque avec les RP, le social media aussi via les communautés. Mais bien sûr, pour que vos métriques soient cohérentes et que vous puissiez suivre sur le long terme le résultat de vos actions, ça va être de repenser vos KPI, comme le disait Virginie au tout début. Donc, on arrête juste de se dire « je veux du trafic, je veux du trafic ». Ça ne sert à rien si derrière, il ne convertit pas. Et bien sûr, et ça, c'est le plus important, faire du test and learn. Parce que même nous, si on est une agence, on ne connaît pas tout. On ne sait pas tout ce qui se passe. De toute façon, si quelqu'un vous dit qu'il sait absolument tout sur les moteurs de recherche et sur les IA search, il y a de grandes possibilités qu'il mente quand même. Donc, l'idée, c'est de faire du test and learn continuellement. Et ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus dans 2 mois, quoi. Et de le faire avec toutes vos expertises. Nous, chez WAM, on a la chance de couvrir un peu tout ce scope avec justement des RP, de la data. Voilà, on a tout ce qu'il faut sous la main du SIA et donc ça nous permet de tester de manière la plus adéquate possible et de s'adapter. Parfait, merci beaucoup Marion, Virginie. On a pas mal de questions. On va y répondre dans quelques instants. Vous avez encore le temps de nous en poser. Donc nous sommes l'agence WAM. Vous l'avez dit, Marion, Virginie. Notre travail en tant qu'agence de marketing digital, c'est de vous aider à devenir une référence sur votre marché en développant votre autorité digitale. Et ça, comment on fait? Virginie, tu l'as dit, c'est de mettre en synergie tous nos métiers, le contenu avec vous, les relations presse, on en a parlé aussi, la data, la création de sites aussi, les campagnes paid, en tout cas tous ces métiers-là pour activer tous les leviers de la Digital Brand Authority et générer de la performance. Et en quelques chiffres, tu peux y aller. En quelques chiffres, l'agence WAM, c'est 17 ans d'expérience, 250 clients, vous les avez devant vous, quelques-uns. Et moi, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, c'est les 7 ans d'âge moyen de nos clients. Alors, c'est pas l'âge de nos clients, c'est surtout la relation qu'on a avec eux qui dure et la confiance qu'ils ont en nous. Donc ça, c'est cool. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet et un besoin. Et maintenant, on va passer aux questions. Et on en a eu quelques-unes. Est-ce que vous êtes prêtes, Marion et Virginie? Vas-y. Non, vas-y. Ok, pour laisser tomber les vanity métriques, mais comment mesurer le succès de nos stratégies géo dans ce cas? Ça, c'est Joe qui nous pose la question. Alors, pour ça, en fait, c'est ce qu'on disait à un moment. Faut pas faire des KPI généraux, on va dire, faut les adapter. Donc, en fait, ce qu'on fait, nous, chez WAM, après avoir s'adapté à votre activité, mais l'idée, c'est de se dire, OK, donc je fais ces contenus-là, vous prenez le parcours d'achat, ce contenu-là, il est plutôt informationnel, celui-là, il est proche de la conversion, et celui-là, justement, il est pour convertir. Et en fait, les KPI doivent être adaptés à chaque niveau du parcours d'achat. Donc, peut-être que justement, le contenu informationnel, il faut quand même continuer à regarder le positionnement dans les moteurs de recherche classiques, le trafic, parce que l'idée, c'est de faire de l'acquisition de trafic, ce genre de choses-là. Par contre, le contenu derrière qui va convertir, on s'en fout un petit peu qu'il ait 25 000 visites. L'idée, c'est que c'est les clics sur le CTA. Est-ce que du coup, derrière, on a des leads? En fait, il faut adapter en fonction du parcours. Les contenus, en fonction de là où tu l'as sur ton parcours, c'est plus fait pour convertir ou plus fait pour attirer du trafic. Voilà. Oui, je pense qu'il faut aussi accepter qu'une partie n'est plus visible en fait. Oui. Et par exemple, les RP ont cette problématique depuis des années et ils s'en sortent très bien. On ne sait pas forcément si une campagne de pub à la télé, à la radio ou quoi que ce soit a un impact forcément. Et là, par exemple, sur les LLM, on ne va pas forcément savoir si le travail qu'on a fait va avoir un impact et comment. Et il faut aussi faire ce deuil de se dire qu'on ne peut plus tout mesurer, même si au SEO, on aimait bien tout mesurer. Oui, tout à fait. Après, on peut mesurer, on peut monitorer dans les LLM, mais on ne peut pas tout monitorer. Oui, et encore, il y a beaucoup d'outils qui sont sortis. D'ailleurs, on va sortir bientôt, il me semble, un sujet sur ça, justement, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont sur le marché et qui sont tous perfectibles. Et au final, vous l'avez dit, le Graal, c'est la conversion. C'est est-ce que derrière, ça marche? Est-ce qu'on convertit? Est-ce qu'on parle de ma marque?
Est-ce que on a une autre question? On a plein de questions. Comment conserver son volume de conversion avec un trafic qui réduit? En fait, tout ça, c'est lié. En fait, il y a beaucoup de questions finalement sur les KPI. C'est dommage qu'on n'ait pas Martin. Oui, parce qu'on a Martin. On a Martin. Mais au final, en fait, faut se dire que le trafic, on en aura moins, mais l'idée, c'est d'avoir un trafic il sera plus qualifié. Voilà. Quand tu fais ton travail de cluster, tu identifies les opportunités de positionnement. Tu dis, bah là, dans ce cluster-là, justement, à l'étape, je crois que c'est celle-là. Pardon, c'est horrible à regarder. Non, ça va être là, 5. Là, vous auditez en fait la SERP. Vous regardez justement ce qui se positionne, etc. C'est l'occasion de regarder si vous avez une opportunité de positionnement avec le SEO classique ou le GEO. Si vous voyez que c'est des SERP qui sont entièrement avec du shopping, c'est sûr qu'un contenu textuel, ça va servir à rien. Il faut adapter. Et en fait, il faut choisir ses combats. Il faut se dire, là, je peux apparaître, donc je vais y aller. Et là, du coup, tu optimises tes chances d'avoir le trafic sur ton site. Après, c'est ce que disait Virginie, le plus important, si tu veux convertir plus, c'est de faire des contenus qui sont résolutifs et avec le bon maillage, avec le bon CTA, et que chacun de tes contenus soit lié à une offre. Il faut arrêter de faire des contenus qui n'ont rien à voir avec l'offre. Par exemple, on avait un client qui vendait du pelé, des pelés pour, vous savez, vous chauffer, des granulés. Et on avait, ils avaient développé un sujet sur est-ce que le granulé de bois peut être bien pour la litière pour chat. Et du coup, ils avaient énormément de visites, mais derrière, ça ne servait à rien, ça ne convertissait pas. Faut éviter en fait de faire des contenus comme ça qui ne servent à rien pour votre conversion. Donc, j'ai le même sujet typiquement avec une cliente qui vend du tissu et qui a un article sur son site qui a été fait il y a très longtemps qui explique comment faire des canapés en tissu et on l'appelle régulièrement pour savoir il y a des griffures de chat sur le tissu de mon canapé, comment je gère. Alors c'est des appels, mais est-ce que c'est des appels vraiment utiles pour son business? Pas forcément. Et typiquement, ça met vraiment le doigt sur pourquoi on fait les contenus et qu'est-ce qu'on recherche derrière. Moins de contenu, mais que des contenus utiles. Et il faut vraiment, vraiment faire attention à ce qu'ils soient raccrochés à une offre avec un CTA. Voilà. On a Karine qui nous dit comment vous vous sentez dans l'industrie du B2B. Alors, je ne sais pas comment on se sent. En tout cas, dans le B2B, ça fonctionne aussi. Il y a un cas, on a parlé du cas Sofiap il n'y a pas longtemps avec qui on a travaillé, qui est sur du B2B. Alors, c'est pas de l'industrie, mais ça reste du B2B. Je pense qu'il n'y a pas de secteur qui ne doit pas travailler son contenu. Enfin, je ne sais pas les filles ce que vous en pensez, mais on a plein de clients B2B et on travaille aussi le canal LLM et le canal SEO. Parce que c'est pas parce que tu as un pro que tu ne vas pas chercher justement dans les IA Search. Et encore une fois, il ne faut pas travailler que la partie éditoriale. C'est pour ça qu'on parle d'autorité digitale de marque. On travaille les relations presse à côté, on travaille le SEO, on travaille le contenu, on travaille la data, on travaille aussi les campagnes paid. Et en fonction aussi du secteur, l'idée, c'est d'activer tel ou tel canal pour... en tout cas, de tous les activer en même temps, idéalement. Et c'est d'ailleurs le sujet aussi de jeudi avec Deuxième Avis, qui est un client. Donc, c'est un webinaire qu'on va faire avec eux, qui est aussi sur un sujet hyper B2B. C'est pas l'industrie, c'est du médical. Donc, c'est peut-être encore plus compliqué. Et pourtant, ils sont sur les LLM, ils arrivent à ressortir. Donc, en fait, en fonction du sujet, et de la thématique, il faut activer plusieurs leviers et pas qu'un seul. Oui, et sur le B2B, la question à se poser aussi, elle est fondamentale, c'est les cibles et leur parcours. C'est est-ce que ma cible vraiment est passée sur les LLM ou pas dans le cadre de son travail? Parce que, alors pour le coup, il y a des études qui montrent aussi que l'usage de l'IA est plus dans le cadre du perso que du travail. Donc, est-ce qu'elle est passée sur les IA? Est-ce qu'elle va directement sur mon site? Parfois, ils connaissent le site et ils y vont direct. Donc, c'est des questions aussi à se poser en termes de parcours en fait d'achat. Il faut beaucoup se poser de questions sur les comparatifs sur les IA. Oui. Qu'est-ce que vous appelez vieux contenu, 6 mois, 1 an, plus? Tout à l'heure, tu as dit 3-4 ans, mais ça va ça dépend du sujet aussi, non? Ouais, ça dépend du sujet. Si vous êtes sur les lois, concrètement, il faut les mettre à jour tout le temps. On travaillait pour justement quelqu'un qui travaillait dans la rénovation énergétique. Sincèrement, ça changeait presque toutes les semaines. Voilà. Par contre, si vous êtes sur du contenu froid où il n'y a pas forcément de loi, c'est plutôt 2-3 ans, 4 ans pour vraiment ceux qui sont au fond de votre site. Mais ça dépend surtout de la thématique.
Et pour le coup, là-dessus, il y a eu des études qui ont prouvé côté LLM que selon les domaines d'expertise aussi du client, il y avait parfois les LLM allaient piocher des très vieux contenus parce qu'ils considèrent que, je crois que c'est sur le bâtiment par exemple, ils considèrent que, alors on n'est pas sur les normes, hein, on est sur le bâtiment, la construction. Sur la construction, les choses ne changent pas fondamentalement. Par contre, sur les contenus Your Money, Your Life, là, tu vas être un peu plus en nécessité de mettre à jour très régulièrement et de publier régulièrement. Léandro qui nous dit, mais si on va vers vers le zéro clic, pardon, produire du contenu informationnel et éditorial va nous apporter des impressions, mais pas forcément des clics, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Du coup, la question c'est est-ce que vous préférez que ce soit votre entreprise qui soit directement citée ou est-ce que vous préférez que ce soit vos concurrents? Parce qu'en fait, il y a aussi une notion de marque. Même si vous attirez moins de clics, être devant, ça vous assure quand même quelques clics. Et surtout, les gens voient votre marque, disent ah bah c'est lui qui répond, c'est lui l'expert. Si c'est le concurrent, bah, ça vous fait perdre la notoriété de marque et c'est dommage. C'est en ça qu'on dit qu'aussi les KPI doivent changer parce qu'on ne peut plus attendre la même chose d'un contenu aujourd'hui. Tout à fait. Sarah qui nous dit j'ai lu qu'il ne fallait pas plus pondre du contenu et du coup il est préférable de retravailler l'existant. C'est une question. Et si on a des contenus duplicata, très probablement quand on va cartographier l'existant, on est pénalisé. Que faire? Alors, du coup, ça revient à une des étapes justement que je disais. L'idée, c'est quand vous cartographiez justement votre site par rapport aux questions de vos clusters, c'est de voir toutes les pages que vous avez déjà et effectivement capitaliser sur votre existant. Et ce qu'on recommande beaucoup à nos clients, c'est de retravailler les contenus que vous avez déjà, tant qu'à faire. Et après, vous ciblez uniquement les contenus que vous n'avez pas et qui sont prioritaires dans la stratégie, pas juste pour pondre du contenu comme vous avez utilisé comme expression. Donc oui, d'abord, on prend ce qui existe, on supprime ce qui sert à rien, on fusionne, on met à jour et après, on crée uniquement les contenus utiles, encore une fois, à la conversion. Voilà. Emma qui nous dit travaillez-vous avec des associations? Oui, on peut travailler avec des associations, on peut travailler avec tout type de secteur et on travaille avec du B2B, du B2C, des associations, n'importe quel type de marque. Voilà, du public, tout à fait. Apolline, quel outil utilisez-vous pour documenter les phases de réflexion, catégorisation des contenus avant la phase de rédaction? C'est-à-dire, je suis pas sûre de... Quel outil en fait on utilise pour catégoriser les contenus avant la phase de rédaction? On est un peu des petits artisans quand même à l'édito. On a un niveau de granularité qui est tellement tel qu'on a tendance à utiliser Excel, nos mains, nos cerveaux et d'automatiser certaines choses, mais on n'automatise jamais une globalité. En fait, il n'y a pas d'outil magique qui sort directement le truc. Si c'est ça la question. Après, on utilise Screaming Frog pour crawler notre site, ressortir toutes les pages, enfin voilà, classique. Et derrière, on utilise Asana pour gérer les plans de publication. Et après, l'IA pour nous aider à catégoriser par thématique. Et comme disait Virginie, on revoit toujours tout à la main parce que ce ne sera jamais aussi bien fait que par les mains, sincèrement. Mais par exemple, on a un outil interne qui s'appelle Benure qui nous permet sur les PA de remonter par exemple des PA plus rapidement. Oui. Mais c'est à chaque fois des petites actions qui vont nourrir notre réflexion. Désolée, faire à la main, ça reste toujours... Et avec votre cerveau aussi, hein, parce que sinon il y a... Et qu'en est-il de chez-moi.org, nous demande Estelle. Alors ça, je pense que c'est quand pour les données structurées, tout à fait. Oui, on a fait l'impasse sur toute cette partie parce que pour le coup, elle est beaucoup plus SEO technique. Mais oui, tout ce qui est entité, c'est ce qu'on dit, les données structurées, c'est primordial. Tout ce qui est entité, c'est primordial. Mais c'était pas... on n'a déjà pas eu le temps de tout vous exposer là en 45 minutes. On n'avait pas le temps d'entrer dans ce sujet-là. Mais c'est pour ça qu'il faut nous appeler, pour en parler un peu plus longuement. Pardon, tu m'as tendu une perche, Virginie. Le cluster JB, le cluster, c'est bien le doc interne de travail. Deuxième question d'Adrien sur le cluster. Est-il conseillé de créer une page pour chaque cluster? Alors, oui. Après, ça dépend du niveau de granularité de cluster, mais généralement, oui. Par exemple, si je reprends justement notre thématique sur le recrutement, on a gestion du recrutement. Ça sera la grosse thématique, c'est pas le cluster. Et derrière, on a le cluster ATS. Le cluster ATS, c'est on va faire un hub ATS et derrière, on va faire toutes les pages cluster. Si vous pouvez faire ça à chaque fois, c'est la bonne pratique.
Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, si Juliette, comment les LLM interprètent-ils les avis produits des clients et quelles bonnes pratiques un site e-commerce doit-il adopter pour que ces avis soient correctement compris et valorisés par les LLM? On sort peut-être un peu du sujet, mais Là. Il faut, alors pour le coup, ouais, on sait qu'il faut en avoir et on sait que c'est mieux, ça travaille la noto. Après, pour le coup, c'est une question qui croise à la fois la partie technique, la partie SEO, la partie RP, parce qu'on va être peut-être plus influencer l'autorité de la marque que la partie purement édito. Je ne vais pas pouvoir vous dire à quoi doivent ressembler vos avis. Moi, en tant qu'édito, je vais juste pouvoir vous dire ayez des vrais avis clients. Mais après, de toute façon, les LLM, comment ils interprètent, ça, c'est en fonction de qui lui parle aussi, parce qu'il adapte ses réponses en fonction de vous. Donc, là, j'avoue que c'est difficile de répondre. mais La seule chose qu'on peut dire, c'est n'écrivez pas vos propres avis. Non. non. Soyez honnête. Et évitez de vous faire spammer comme on s'est fait spammer de faux avis ce week-end à l'agence WAM. Et Google a bien fait son travail car il nous a supprimé ses avis. Mais on a vécu une attaque de faux avis, c'était super. Voilà. Bah écoutez, on a répondu, je crois, à toutes les questions. Il y a encore du monde connecté. Si vous avez, quel est votre avis? Ah, et Emma qui nous dit quel est votre avis sur des outils d'aide à la rédaction de contenu SEO optimisé tels que Doke.io. Je ne connais pas Doke, D-O-K-E-Y. Doki, ouais. Alors pour le coup, moi, j'ai pas utilisé Doki. Je connais un peu Doki. SEMJ. Pour le coup, ça me semble très bien quand on a des gens experts derrière, en fait, et donc quand vous avez des personnes internes dans l'entreprise qui savent de quoi elles parlent, qui ont de la valeur ajoutée à amener et qui peuvent du coup vraiment produire le contenu là-dessus en amenant de la valeur ajoutée, ça me semble encore mieux. Alors Doki, je sais pas à quel point ça apporte vraiment de la strat en SEO, mais je sais que c'est un outil bien, c'est un outil très bien quand la personne en plus sait rédiger derrière et va hacker en fait le truc pour mettre pas forcément un titre plan-plan, mais trouver le moyen de faire en sorte que son titre soit un peu plus qualitatif et vraiment l'utiliser comme un outil, mais pas comme quelque chose qui produit directement du contenu. Ouais, Donc, comme un brouillon, quoi. Générer ouais. un brouillon de contenu, parce que déjà, ça, franchement, on va pas se mentir, ça fait gagner énormément de temps. Ça vous génère votre brouillon de contenu, ça vous donne des idées que vous n'auriez pas forcément eues. Par contre, pour nous, vu qu'on est très, il faut que ça convertisse. Il faut réécrire dessus, quoi. Enfin, faut amener les choses qui font qui font les valeurs de votre marque, donner des choses inédites, voilà. Même si vous avez entraîné votre modèle IA avec vos infos à vous, c'est toujours bien de le réécrire, quoi. Enfin, de le réécrire, de le faire relire comme on fait relire tout le contenu chez WAM avec des secrétaires de rédaction. Mais en tout cas, trop bien pour les brouillons, quoi. Pour le coup, nous, on avait testé il y a quelques années, on avait fait un test de 3 outils. Alors, Doki n'était pas dans le lot, mais il y avait SEMJ. Ouais. Donc, le test est plus d'actualité parce que les outils ont vraiment évolué. Mais notre conclusion en interne, vu qu'on a une rédaction interne, c'était que l'outil n'était pas fait pour nous. Parce que nos rédacteurs perdaient plus de temps qu'autre chose dessus, parce que très clairement, ils étaient surqualifiés, enfin, ils étaient qualifiés, ils savaient ce qu'ils faisaient, et en fait, l'outil ne les aidait pas beaucoup, apportait juste une partie SEO, en fait, que la chefferie de projet apportait déjà de notre côté, où on avait déjà les recommandations. Mais c'est vrai que ça peut potentiellement aider, oui. Oui. Ça fait des bons brouillons de contenu, ça donne des idées que vous n'avez pas, ça vous fait gagner du temps, quoi. Mais un peu comme l'IA peut potentiellement aider parfois à écrire, mais si on ne lui donne pas la charge de tout faire de A à Z. Ok, écoutez, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à nous contacter pour les poser, on vous y répondra. Écoutez, Virginie, Marion, merci. On a bien dépassé le temps, mais en tout cas, c'était très intéressant, pas mal de questions, donc parfait. Voilà. Demain, on continue avec les Digital Rise, avec nos 2 prochains sujets sur le paid media, encore assez proche de l'IA, et on va vous parler aussi des évolutions des plateformes par rapport à justement à l'IA qui arrive. Quand je dis plateforme, c'est Meta, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est LinkedIn, c'est toutes ces plateformes-là avec lesquelles on peut faire du paid. Et deuxième sujet, encore aussi lié à l'IA, c'est le Edge SEO. C'est comment on peut faire pour faire des tests. C'est un outil qui est parfait justement pour faire des tests et assez facilement. On le fait avec un partenaire à nous qui s'appelle Fasterize. Voilà, donc vous pouvez encore vous inscrire. Les horaires, c'est 9h30 et 11h, comme aujourd'hui. Et après demain jeudi, WordPress, pourquoi? C'est
Pourquoi? C'est la solution qui est la plus sûre, la plus sécurisée, la plus accessible pour tous vos projets web. Et encore un sujet LLM, on en a parlé avec les relations presse, comment rendre votre marque incontournable dans les moteurs de recherche et dans les LLM surtout, avec un cas client, deuxième avis. Vous verrez, c'est tout aussi intéressant. Voilà, merci beaucoup Virginie, Marion. Merci à tout le monde d'avoir participé. C'était vivant, ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et merci à tous bientôt. pour vos questions. Et à Bonne demain. journée. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.